On a aujourd'hui, mesdames et messieurs, Mélanie Ménard, Salut, Sylvie Mélanie. Moreau, Réal Bossé et Stéphane Crête. Bienvenue, Bonjour. Mélanie. Bienvenue tout le monde. C'est vraiment pas évident de faire ça comme ça à distance, mais content que vous ayez accepté justement l'invitation. On en parlait tantôt un petit peu avec l'équipe et puis un des trucs qui nous frappe lorsqu'on réécoute un peu plus tard la série, en fait les différents épisodes ou les films, c'est le niveau d'humour qu'il y a là-dedans qui s'adresse autant aux enfants qu'aux parents. Quelle portion de ça était scénarisée, puis quelle portion était improvisée? Parce qu'avec votre background, j'imagine que le party devait pogner de temps en temps. Étonnamment, c'était pas très improvisé, c'était très écrit. Et on avait des répétitions, une demi-journée par épisode, donc on répétait beaucoup, prête à tourner. Donc, et c'était ça. Donc, tout était pas mal stabilisé. Puis les gars avaient fait une très belle job, là. Pierre-Yves et Claude, d'écriture. On ne touchait pas vraiment à ça. On faisait des niaiseries, on faisait des stunts, mais voilà. Puis la portion d'improvisation, c'était peut-être plus dans la mise en scène, dans l'organisation, dans les réactions d'ensemble. Là, on se permettait, en répétition, on faisait beaucoup de niaiseries, puis on en gardait, je te dirais, 98 On en gardait beaucoup. Mais c'était plus la mise en scène. Mais c'est vrai que les textes étaient très écrits. Mais au niveau du... sur un plateau, il y a toujours quelqu'un qui est le gardien, le réalisateur ou le régisseur qui voit justement ce que le party soit pris, mais pas trop. Est-ce que ce gars-là ou cette fille-là se souvient de vous de bonne façon à travers les films et les émissions? Je pense que oui, hein? Pierre Saint-Cyr. Ben oui. Pierre Saint-Cyr, qui était notre régisseur adoré. Ben écoute, il faisait la police, mais il savait qu'il fallait qu'il laisse un peu la gang de délinquants s'exprimer, parce que c'était comme ça qu'on avait des idées. Puis quand tu as du fun, pour vrai, ben ça transparaît à l'écran. Puis je te disais on était quand même assez disciplinés. On arrivait préparés. Puis quand il y avait des moments où on sentait qu'on pouvait niaiser, on en profitait beaucoup. Mais quand même, non, on était capable de s'auto-discipliner, sauf Stéphane Crête. Oui, Stéphane était là Stéphane. plus tôt. Non, mais... Stéphane a cette réputation-là. Oui, vas-y, excuse-moi. C'est notre tannant. Mais moi, je me rappelle toujours le moment où le réalisateur revenait en studio, puis lui, il venait de voir tout ce qu'on avait fait, il avait découpé, puis là, il faisait « Ah, Stéphane, là, t'as décroché, là, t'as voulu faire décrocher. » Puis on dirait que lui aussi, il s'amusait de nos niaiseries. Fait que je pense que c'est lui qui ramenait les choses à l'ordre, mais en même temps, tu sentais que ça lui faisait plaisir quand on avait déconné un peu. Ouais. Il y a souvent des petites... tu sais, quand vous étiez... Quand vous voyez arriver tout le monde sur le plateau, là, puis le Jodoin partait avec « Ouh, ah, hi », ces chorégraphies-là, ça, c'était de l'impro, ça, carrément. C'était absolument quelque chose qui se faisait sur le moment. Là, puis, OK, on garde ça. C'est ce genre d'affaire-là qui se faisait un peu, ou c'était-tu le genre d'impro qui pouvait se greffer à vos textes? Bien, c'est surtout en improvisation. C'était quand on faisait les répétitions quelques jours avant. Donc, mais on améliorait à chaque fois un peu. Fait que, il y avait de quoi d'intéressant là-dedans. Il y avait des beaux moments de folie furieuse. Puis, mais il y avait, comme Sylvie disait, une espèce de structure quand même. On était très, très sérieux dans nos bêtises. On y tenait comme il faut, puis on travaillait bien, je trouve. Mais on se comprenait tellement, il y avait tellement d'écoute naturelle. On était comme tout le temps... syntonisé, fait qu'il suffisait qu'il y en ait un qui parte sur une petite niaiserie, puis tout le monde suivait tout de suite. Puis des fois, c'était des moments magiques, là, ça avait l'air improvisé. En fait, ça l'était, mais c'était déjà très organisé, tu sais. Fait que c'était très... c'est ça, il y avait beaucoup d'écoute, puis des choses s'improvisaient, mais qui très vite, on arrivait à le reproduire. Vous rappelez-vous d'une scène en particulier qui a pris beaucoup trop de temps à tourner pour s'être exposé au début? Oui, il y a une bataille entre Stéphane puis Guy Jodoin. Oui, il y en avait plusieurs. Il y avait surtout celle où Stéphane devait nous expliquer un espèce de setup scientifique à propos de planètes et de soleil et du vaisseau qui allait passer à travers tout ça. Il y avait un beau panneau de stock à dire. Et il y avait un paquet de caves devant lui.
qui faisait tout pour l'envoyer envoyer chez les Roses, en fait, puis dire, regarde, non, tu n'y arriveras pas. Et c'est là que Pierre Saint-Cyr a fait semblant d'être fâché pour mettre une structure dans cet épisode-là, surtout dans cette scène-là. Puis, écoute, il n'y arrivait pas. Puis, en plus, tout le monde autour faisait exprès. C'était insupportable. À un moment donné, mais Pierre s'est fâché. Il a dit, là, ça suffit. Je ne veux pas vous voir. Sortez du studio. Fait qu'on est sorti du studio. Puis, on est fait comme, hey boy, il faut, non, mon Dieu, on fait de la peine à tout le monde. On est revenu. Puis là, on s'est tout structuré. Puis, on l'a fait la scène, tu sais. Puis après ça, il nous regardait. Pierre Saint-Cyr nous regardait avec un espèce de regard, genre, je vous ai bien eu. Sinon, on aurait pu passer la semaine comme ça, là, parce que c'était tellement calme et tellement le fun en même temps. Et de voir le désarroi de notre ami Stéphane qui se battait avec ses mots, c'était exceptionnel. J'ai une question qui arrive. Oh, excusez-moi. Allez-y, monsieur. Je veux juste dire que c'est différent. Là, on parle de la série, mais on parle des films. C'est que c'était comme deux univers, un peu, deux univers de production aussi, de deux réalités, deux pressions différentes aussi. La pression de la série télé était plus... je sais pas, c'était Canal Famille. Là, tout d'un coup, quand on a commencé à faire du cinéma, il y avait comme une pression budgétaire aussi. Fait que je me rappelle que nos décrochages étaient moins appréciés des producteurs. Quand ça fait 12 fois qu'ils refont la scène parce que tu ris avec Guy. C'est vraiment cette scène, notamment. Alors, on a une question, on va écouter ça. mais Stéphane, vous tous... préférez-vous la télé, le cinéma? Je sais que vous faites également du théâtre. Est-ce que vous aimez le direct du théâtre, justement, c'est moins difficile, peut-être, moins technique? Je parle au niveau de reproduction du show. C'est quoi le médium que vous préférez, vous autres, en tant qu'acteur? Stéphane, par exemple? Moi, je suis un peu un gars de théâtre. J'aime beaucoup le côté live de tout ça. Mais c'est sûr que l'univers du cinéma nous amène complètement ailleurs. C'est une autre expérience, c'est un autre type d'approche. Faire des films, c'est le fun. Mais j'ai vraiment comme un faible pour le théâtre. Mélanie? Toi, c'est moi, à cause, justement, si je reste dans l'univers, dans une galaxie, moi, je trouve que c'est le jeu dans la série. C'était beaucoup plus agréable que passer au cinéma, justement, parce qu'on perdait toute cette espèce de magie-là. Notre scène de grâce qu'on avait le droit de déconner dedans, même si, OK, refaites-en une pour le fun. On dirait qu'au cinéma, on ne l'avait pas beaucoup. Fait que, le jeu vite, tout le temps. C'est ça. Oui, puis même, je ne sais pas. C'est ça. Puis vous autres, peut-être, là, vous jouez plus actuellement. Tu sais, je sais que Stéphane et Sylvie, vous êtes dans Ruking aussi, puis vous vivez ça, jouer la comédie, mais j'ai comme un peu l'impression que il n'y a plus cette latitude-là sur les plateaux, l'espèce de... Ben, peut-être que sur Ruking, oui, parce qu'il y a de l'improvisation. Mais même, tu sais, pour les trucs que je suis allée retourner après, j'ai fait OK, non, j'ai vraiment commencé avec la plus belle série de ma carrière, je ne le savais pas. Ben, c'est comme ambiance de plateau, là. Oui, puis c'était un monde aussi, c'était un monde inventé. Fait que c'est sûr qu'il y avait beaucoup de liberté. Puis à un moment donné, on devenait les experts nous-mêmes de ce monde-là. Ouais. Fait que c'est sûr que ça devenait le fun, puis on pouvait cultiver notre liberté puis notre délinquance, là. Moi, ce que j'aimais de Galaxy, c'est que pour moi, ça reproduisait beaucoup du fun que j'ai au théâtre ou en impro. Le fun d'être avec les autres. Tu sais, nos scènes, on était tout le temps, tout le monde ensemble aussi. C'est quand même rare, tu sais, à la télévision ou au cinéma, déjà, c'était plus découpé. Tu sais, mettons, on fait toutes les scènes à Stéphane tout seul ou tout. Il y a des choses déjà plus isolées, plus découpées, alors qu'à la télévision, on passait la journée en studio, tout le monde ensemble, puis on avait tellement de fun qu'on regardait les scènes des autres, même quand on n'était pas dedans. Tu sais, je veux dire, donc il y avait vraiment un climat comme au théâtre, vraiment de troupe. Mais, sauf nous deux, les filles, il n'y avait quasiment jamais... Les vrais sauront que les filles sont rarement les deux sur le même épisode. C'est une espèce de... c'est un peu pré-sexiste dans la série. C'est qu'on était... Je pense qu'on était les deux rôles. C'était les deux rôles principaux les plus importants. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'ils n'osaient pas les mettre les deux dans le même épisode. Oui, c'est bizarre. Ça va falloir qu'ils nous l'expliquent un jour pourquoi. On était en régénérescence. Il y avait peut-être juste une capsule de régénérescence pour les femmes. Oui, peut-être. C'est ça. C'est beau. Réal, lui, est-ce qu'il préfère... Oui. Le Réal, il préfère quoi, lui? Est-ce qu'il préfère le théâtre plus ou le cinéma, la télé? En fait, moi, les trois sont très le fun parce qu'ils se servent l'un de l'autre aussi là, pour faire ce qu'on fait comme métier. Moi, j'aime beaucoup la série quand elle est à la télévision, cette série-là.
parce qu'elle est complètement déjantée, puis elle est prise en charge par les gens qui l'ont créée. Donc, les textes sont magnifiques, tout est tête, puis les personnages sont bien campés, donc on est dans ce bonheur-là. Je me souviens du premier film où on était plus surpris de voir la facture visuelle du show. On faisait comme, mon Dieu, c'est quoi ce vaisseau-là? Et le deuxième film nous a ramenés dans la série. C'est intéressant, ça, parce que là, on était vraiment dans le carton, puis c'était le cas de le dire, parce que c'était des murs en carton, ça dépend, des cartons industriels. Donc là, je reconnaissais Galaxy. Une espèce d'affaire un peu tout croche, Spitfire Corporation est encore à l'œuvre. Donc, il y avait de quoi pour déconner, puis il y avait de quoi de le fun. Et on retrouvait la première version de ce show-là, qui était celui de la télévision. Donc, le deuxième film, pour moi, est beaucoup plus clair, est beaucoup plus proche de ça. Puis, évidemment, ce qui est le fun aussi, c'était l'espèce de communauté qu'il y avait à travers ça. Personne on avait des notes, on se donnait des notes, c'était trippant, on devrait peut-être faire plus ça, plus moins ça. Donc, puis on était tous d'accord très rapidement. Et c'est ça qui était le plus intéressant, c'est qu'on se disait, faisons de notre mieux. Puis encore là, je pense qu'on a fait plus que notre mieux parce qu'on avait un plaisir fou. Et les gens nous disaient, hey, vous devez déconner rare. J'ai dit, pas tant que ça, mais ça sonnait aussi dans notre façon de jouer, une espèce de volonté de faire plaisir aux amis autour. Donc, c'était vraiment plaisant comme ça. Je trouve que c'était la meilleure place pour Galaxy, c'était la télévision. La chimie se sent entre vous autres. Tu regardes ça. Puis des fois, il y a juste un petit rictus à peine perceptible. Tu vois, bon, là, on passe à autre chose. Là, tu dis, OK, là, il y a un insight qui vient de se passer là. Il y a Dark Bob 43 qui veut savoir, est-ce que vous avez encore des répliques de vos personnages de la série qui vous restent dans la tête? Est-ce qu'il vous arrive encore de les dire dans des moments de votre vie? Moi, je me souviens de celle de Brad Spitfire, quand il dit « Donnez-y des filles, des 6 packs de filles! » J'ai jamais compris ça. Écoute, c'est une réplique. Je ne sais pas qui l'a écrit, celle-là, soit Pierre-Yves ou Claude, mais des 6 packs de filles. Franchement, c'était vraiment calme. Oui. Mais j'aime ça. On me demande plus souvent que moi, je pense à m'en rappeler. Là, mais ou à l'occasion, si je dis pitié parce qu'il m'arrive quelque chose de très grave. Mais... Tu entends le dire comme. Je entends la petite voix de Brad, même si je serais comme OK, pitié. Là, je fais comme non, on dirait que je n'ai pas le droit de le dire de façon réelle. Je dis pitié. Mais Stéphane, c'est sûr que dans la rue, quand on te voit, on vient toujours avec le nom Brad. J'imagine que ça va te coller à la peau le restant de tes jours. Oui, complètement. Il y a beaucoup de monde qui rêve de me faire un nom Brad. Donc, on rappelle encore une fois. Oui, on rappelle encore une fois que c'est important, lorsque vous voyez Stéphane dans la rue, de lui dire bonjour, mais pas nécessairement de le frapper avant qu'il vous voie. C'est pas pas bon. On fait pas ça. Non. Ouais, 5 $ à tout le monde qui frappe Brad. Non, on l'aime trop. Il est très, très aimable. On touchait à peine quand on faisait le geste, hein, Stéphane? On touchait à peine. Là, je faisais une chute de volonté. Oui, c'est ça. Il est tellement physique. Moi, j'aurais aimé savoir comment on vous a présenté le projet à la base, au début. Comment les gars vous ont apporté ça? Parce que, évidemment, Claude, vous connaissez toute la gang depuis un méchant bout de temps. Donc, le projet, est-ce que vous étiez tous au courant de ça ou ça vous a été apporté pour l'auditionner comme n'importe quelle autre série ou film du genre? Moi, je vais commencer parce que je suis blessée dans ce processus-là. Moi, je n'ai pas été choisie. Je n'avais pas été choisie, puis ils ont auditionné vraiment longtemps. Puis j'étais dans l'équipe d'impro de Claude, puis je ne sais pas comment ça se fait, ils ne pensaient pas. Puis finalement, j'ai eu droit à auditionner après dans le deuxième batch d'audition, parce que nous, on est arrivés la deuxième année. Question là-dessus, rapidement. 2 secondes. Mélanie, il y a quelqu'un, ouais, tu n'as peut-être pas été choisi, mais c'est toi qui donnes des becs. Ah oui, à Claude. Oui, c'est ça. C'est lui qui écrivait ça. C'est Claude qui l'a imposé. Oui, c'est ça. Non, mais finalement, j'ai fait l'audition, puis pour lui, ça a été une évidence, mais c'est quelque chose qu'il n'avait pas vu. Fait que c'est ça. Mais vous autres, comment vous êtes arrivés? Avez-vous passé de vos auditions? Toi, Réal, t'as-tu auditionné? J'ai auditionné dans la première batch. Pour 3 personnages, je pense. Il y avait le capitaine, il y avait je ne sais pas trop qui d'autre. Mais il y avait. je n'avais pas été retenu. OK. Flavo, je pense. On a des blessures.
Mais je me suis fâché après, puis je me suis arrangé avec Paul Amarani, puis j'ai pris sa place. Ah, tu vois. Moi, j'ai refusé. Non, mais en fait, c'est que... Oui, non, mais c'est que moi, il m'avait parlé du projet, comme à nous tous, un peu vaguement. Et quand il m'a approché, même pour auditionner, j'ai dit, écoute, moi, j'avais la série Catherine qui commençait exactement la même année. Puis j'écrivais dessus en plus. Fait que j'ai dit non. Non, mais ça me dévastait, en fait. J'étais bien triste de ça, mais je me disais non, ça se pourrait pas pour moi de faire ça. Fait qu'Isabelle Brossard a créé le personnage de Valence. Puis c'est capoté, les circonstances, mais après un an, pour toutes sortes de raisons, je pense qu'Isabelle ne souhaitait plus continuer. Puis, fait que là, Claude m'en a reparlé. Puis moi, comme la série Catherine était partie, puis que je me sentais bien, j'ai fait, hey, là, c'est un signe. Ça veut dire qu'il faut que je le fasse, je veux le faire. Puis j'étais folle de joie, vraiment. Fait que, ouais. Mais Stéphane, tu as été sélectionné tout de suite, lui. Moi, il y avait eu un pilote qui a eu lieu avant, dans lequel c'est Alexis Martin qui jouait le rôle de Brad, puis Luc Sonnet qui faisait le rôle Ah oui, capitaine. Ça avait été présenté à un public cible, puis les gens avaient dit « Ah, c'est le gars de la guerre des clans ». Je sais pas trop. Il y avait comme eu une espèce de... Le public cible n'avait pas embarqué, puis en tout cas, ça avait fait un recasting. Didier était déjà dans la gang. Fait que moi, ils m'ont appelé pour cette audition-là, mais j'ai auditionné pour Falbo et le capitaine. Puis j'ai pas eu ni l'un ni l'autre, mais ils m'ont juste rappelé en disant « Qu'est-ce que tu dirais de faire Brad? » J'avais aucune idée qui était Brad à ce moment-là. Fait que je me suis retrouvé à faire ce rôle-là sans savoir vraiment qui il était, puis sans avoir auditionné pour non plus. Justement, le fait de camper un rôle aussi longtemps au petit écran, par la suite dans 2 films, le fameux phénomène du typecasting, ça doit être quelque chose qui effraie des comédiens comme vous, des acteurs. Comment on vit avec ça? Je pense qu'on est tous des gens qui ont une carrière un peu multiforme, où on fait tout un peu nos projets, nos affaires. Mélanie fait de la radio. Je sais pas, c'est comme si on n'est pas comme prisonnier. Je sens pas qu'on a été prisonnier du rôle de gars, là on est pogné, on va juste pouvoir faire des bobinots ou des passe-partout le reste de la vie. Je pense que ça nous a aidé beaucoup parce qu'on faisait du théâtre expérimental aussi, ou j'ai fait des choses avec Sylvie récemment. Bon. Fait que je pense que ça nous a permis de se déjouer puis de ne pas se sentir pris dans ce dont tu parles, Denis. Oui, non, parce que c'est pas évident. C'est tellement une fantaisie. Dans une galaxie, c'est une fantaisie aussi quand même. Fait que bon, je pense que c'est vrai que peut-être, mettons, un personnage comme Brad ou le capitaine, c'était très marqué, très typé, mais en même temps, tu peux juste faire cette affaire-là une fois. Tu peux pas reproduire ça. On peut pas te demander de refaire ça non plus. C'est tellement, ça s'appartient tellement. Fait que moi, je trouve que dans ce sens-là, quand c'est une fantaisie comme ça, tu es protégé aussi d'une sorte de typecasting. C'est ce que j'aime beaucoup des séries pour les jeunes, pour les ados. Je trouve qu'on reçoit beaucoup d'amour, mais on n'est pas trop marqué. Puis ça fait qu'après, les gens ont le goût de nous suivre, les jeunes ont le goût de nous suivre dans d'autres affaires. Puis ils sont contents qu'on ait fait ça pour eux à un moment donné. Quand ils étaient plus jeunes, on les a marqués, mais ils sont game de nous voir dans d'autres choses. Ils sont très disponibles. Au contraire, on dirait qu'on a un amour acquis. Oui. Excuse-moi, vas-y, Réal. Non, à partir du moment où on fait du pour enfants et on a fait que ça peut être compliqué. Pour des raisons qu'on ne comprend pas vraiment de toute façon, parce qu'on est des acteurs, donc on serait supposé être capable de jouer à peu près n'importe quoi. Mais des fois, tu as la chance de faire et du jeunesse en même temps et du pour adultes, disons ça comme ça, et des séries plus lourdes ou plus dramatiques ou tragiques. Donc, à partir de ce moment-là, ils ne feront plus la différence. Mais il y a des gens qui peuvent rester coincés soit dans un, dans l'autre. Puis on te demandera toujours, puis c'est ça qui est un peu dommage au Québec, on te demande toujours de faire le dernier show dans lequel tu as brillé. On voudrait revoir le même personnage. Et donc, il y a ça. Mais comme Sylvie disait, c'est tellement typique que c'est dur de ramener ça sans être obligé de dire, on dirait qu'il joue le robot. Mais ceci dit... il faut se battre contre ça. Il faut dire, bon, on l'a déjà fait. Ça m'est arrivé aussi pour Béroff aussi, de dire, j'ai assez fait de police, c'est fait. Ma police est faite, je vais faire autre chose. Et les gens comprennent. Je pense que les gens comprennent. Ils t'ont vu, puis ça peut se gérer comme ça. Fait que, donc, mais il faut faire attention parce qu'on pourrait très vite se faire ramasser dans une seule boîte. Et cette boîte-là, elle peut devenir désagréable si tu n'es toujours que dans cette boîte-là.
Ah non, écoute, il y a beaucoup de questions concernant justement la suite de cette fameuse saga au cinéma. Et là, les gens ont hâte de voir le film, ont hâte d'avoir d'autres séries. Bon, Claude est en écriture. La dernière fois qu'on s'est vu, bon, il dit oui, je travaille là-dessus. Puis là, bon, arrive ce qui arrive, le temps, la COVID, tout ce que tu voudras. Est-ce qu'un jour, on peut espérer, selon vous, revoir ce genre, vous revoir tous au grand écran ou même au petit écran pour nous faire revivre encore une fois les aventures du Romano Fafard? Ben moi, je pense qu'on peut le rêver, c'est sûr. Je pense qu'on peut le rêver juste parce que si chacun de nous, on savait que ça se concrétisait, tout le monde embarquerait, ça c'est clair. Là. Je pense que si on s'entend là-dessus. Après, c'est vrai que c'est les circonstances, puis là, il faudrait poser la question à Claude, à Pierre-Yves, qui écrivent, en fait, qui font le suivi. Mais c'est sûr que c'est dans l'air. Je pense que je ne mentirais pas de dire qu'on peut vraiment espérer. Là. Oui, en fait, j'ai parlé à Claude cet été, puis cet automne aussi, on s'est croisés quelques fois, puis ça avançait bien le film. Là. Il y avait même une possibilité de réunion, puis de se parler, la gang de Galaxy au complet, puis voir la possibilité de le refaire. Mais je pense qu'il y a un film qui est écrit, là, et s'il n'est pas loin d'être terminé, s'il n'est pas complètement terminé. Donc, moi, je me le souhaite parce que... C'est tellement le fun, c'est tellement des beaux moments, puis une belle gang de travail, d'acteurs, puis de fun, puis d'amis là-dedans que, regarde, pourquoi se passer de ça? Si Stéphane met l'argent puis produit, ben ça va aller très vite. C'est ça. Monsieur le Nabab, c'est un peu chichon du fond de poche, je trouve. Là, tu te rases, Réal, par exemple, si tu fais le robot. Oui, mais c'est Serge, le Père Noël. Un robot barbu, c'est crédible. Justement, là, les gens se demandent... Vas-y, Nino, tu avais une question, excuse-moi. Oui, le nouveau film, on entend beaucoup parler parce qu'il y a eu quand même plusieurs entrevues. Avez-vous entendu parler de la BD d'une galaxie? Ben oui. Oui, elle est sortie, hein? Moi, je ne sais même pas si elle est sortie. C'est pas sorti encore au moment du... Elle n'est pas sortie encore. De notre deuxième ShawiCon. Claude était venu au ShawiCon avec Julien Paris-Sorel, l'illustrateur. Puis ça avait été débuté. C'est ça, je voulais savoir si vous n'aviez entendu parler parce que vos personnages sont vraiment super beaux, là. Oui, on avait vu. Ben, en tout cas, moi, j'avais vu les dessins. Ils nous avaient montré toutes les esquisses. Je me demande même s'ils nous ont demandé si on était d'accord avec notre dessin. Mais, moi, il me semble que la dernière fois que j'ai parlé à Claude de ça, il m'avait dit qu'il y aurait une espèce de lancement de la BD en même temps qu'il y aurait une espèce d'annonce pour le 3e film. Mais à toutes les fois que Claude nous dit ça, on voit que finalement, il est rendu à sa 4e autre série. Fait que c'est sûr que ça retarde un peu les affaires, mais oui, c'est dans l'air. Puis tu sais, d'ailleurs, je sais pas si vous avez fait ça, mes collègues, allez chercher votre soute. Parce que moi, j'ai vu Claude, c'est ça, cet automne, il s'est débarrassé. Il y avait toutes nos soutes dans une galaxie de la série, nos armes, nos accessoires. Mais là, à un moment donné, il payait cher d'entrepôt parce que lui, il n'avait pas voulu que ça soit décimé. Fait qu'on est tous allés chercher nos petits kits en plus. Fait que j'ai pas osé le réessayer. Est-ce que vous l'avez réessayé, vous autres, quelqu'un? Moi, j'ai juste senti. T'as senti? Ça suffisait? J'avais bobettes dans mon costume, juste parce que tu sais, à un moment donné, dans une des scènes... Ouais, moi aussi, j'ai des bobettes. Un sous-vêtement un peu comme Silver. Oui! Comme chic. Fait que j'ai retrouvé dans mon costume, il y avait comme une espèce de poche avec des affaires, puis il y avait la montre, puis il y avait des bobettes. Je me suis dit, wow, OK, des bobettes de Brad. Moi aussi, j'ai mon G-string. J'ai mon G-string du Canada, moi. Ben oui, j'avais le Canada. Oui. C'était la 3e année, ça, où il y avait besoin d'être une version canadienne. Non, je pense que c'était dans le film. Je pense que c'était dans le film, le G-string du Canada, non? Non, c'était dans la série. T'es sûr? Non, c'était dans le film. On le voit dans le film. Ça, je confirme, on le voit dans le film. Oui, du Canada. C'était dans la série. Oui, le drapeau du Canada, c'était dans la série. Oui, il y en avait partout. C'était Canadien Wise. Hein. Ouais. Il y a question qui vient du chat de Facebook. Est-ce que vous avez retrouvé le fameux jeton? Ou la médaille, le jeton ou la médaille? Ah, ça me dit rien. C'est très Dougie qui pose cette question-là, c'est clair. Ah! Oui, c'est très Dougie. Il est assurément plus maniaque que nous. Il a sûrement écouté les émissions plus que nous-mêmes, on les a écoutées. En tout cas, moi, le jeton, ça me dit rien. Non plus, ça me dit rien. Un jeton, une médaille? Ouais, une médaille ou une pièce d'équipement que apparemment Stéphane aurait perdu. Ou je sais pas.
Je comprends pas moi non plus. Je pose la question. Comme je dis, il y a des geeks là-dessus. En tout cas, c'est clair qu'on ne l'a pas trouvé, parce que si on l'avait trouvé, on serait capable d'en parler. Mais... Ouais. Non, mais les gens qui adorent, c'est drôle. Moi, on me demande encore des fois qu'est-ce que le capitaine disait dans l'oreille. Tu sais, il y a un épisode où on se disait tout quelque chose dans l'oreille. Puis il disait, ça se dit pas quelque chose de même. Puis il me demande c'est quoi, mais on l'a jamais établi. Hein? C'était quoi? Je suis pas capable de répondre à cette question. Des doggies qui me demandent dans la rue, hey, dis, puis ils répètent une phrase que j'ai pas de souvenir du tout d'avoir dit ça, mais les autres, ils ont comme vraiment le goût de la réentendre. Je fais comme, OK, désolé, je me rappelle pas d'avoir dit ça. C'est fascinant. Oui, n'oubliez pas, les doggies, que vous êtes vraiment plus spécialistes de la série que nous, Oui. d'une certaine façon. Vous êtes vraiment les experts, là, encore plus que nous. J'avais vu William Shatner en entrevue à un moment donné, puis quelqu'un dans la foule se lève, il me pose la question. Dans l'épisode 151, le numéro du coffre, est-ce que c'était 2, 6, 4, 7? Le Shatner dit, is this a joke? Next question. Vous êtes vraiment des geeks, les gens qui sont là aujourd'hui, qui nous regardent. Donc, vous avez des questions précises, mais si vous avez d'autres questions, ce serait intéressant aussi. C'est quoi l'influence de Perdu dans l'espace, la vieille série télévisée? Probablement que vous avez peut-être écouté ça quand vous étiez plus jeune, avec le Dr. Smith, qui faisait penser un petit peu à Brad Spitfire, qui était Brad, toujours un peu en train de faire des mauvais coups. Il y avait le personnage, il y avait le robot également, il y avait la famille Robinson qui partait à la conquête de la galaxie parce que la Terre était en danger. Est-ce qu'il y a une certaine influence de cette série-là? Est-ce que ça a été une source d'inspiration ou plus Star Wars? Oui, je pense que mais je pense que Perdu dans l'espace était pas mal une inspiration, surtout pour le personnage justement de Spitfire, c'est-à-dire une espèce d'empêcheur de tourner en rond, là, comme le Dr. Smith était, donc qui met toujours en danger la mission. C'était comme quelque chose de récurrent dans cette série-là. Puis il y avait tout le côté, il y avait un côté carton-pâte dans Perdu dans l'espace aussi, là, oui. les roches d'une planète, tu voyais qui étaient en styrofoam. Là, des bonhommes avec des zippers dans le dos, là, tu sais. Ouais, dans mon souvenir, Claude, on était parti en improvisation en Europe, puis il parlait de ça, mais pour lui, sa référence la plus claire, c'était Star Trek. Il aimait beaucoup Star Trek, Claude, puis on en a joué des épisodes de Star Trek en impro. Mais effectivement, je pense que c'est la somme des deux, parce qu'il n'y avait pas nécessairement de Brad Spitfire dans Star Trek, mais il l'avait Perdu dans l'espace. Donc, mais c'est ça qui était exceptionnel aussi. Tu sais, que cette série-là soit si compliquée au départ parce que ça a pris du temps, puis ça a pris beaucoup ça a tergiversé beaucoup, puis à un moment donné, finalement, il y avait une option puis une opportunité, fait que ça a passé. Mais au départ, les gens disaient que c'était pas assez drôle, c'est trop weird, c'est bizarre. C'était trop flyé, ouais. C'est ça, puis quand les gens l'ont mis là-dedans, ça a été... Quand ils se sont mis à échanger les cassettes, parce que c'est pas tout le monde qui était sur le câble, et là, il y avait eu un trafic de cassettes. Et, donc, il y avait aussi à ce moment-là un réel engouement. Puis je les comprends, les doggies, de triper là-dessus parce que tu veux être pointu là-dedans. Tu veux trouver la petite. Je pense qu'au départ aussi, ça avait été créé pour les adultes aussi, dans une galaxie près de chez vous, si je ne me trompe pas. Ils voulaient en faire une vraie série de science-fiction pour les adultes. Puis ça, les diffuseurs, c'est comme s'ils ne croyaient pas. Fait que je pense qu'ils les ont amenés tranquillement à en faire une série pour les jeunes, mais ce qui fait que les adultes aiment beaucoup aussi cette série-là, je pense que c'est parce qu'il reste beaucoup de choses de penser justement pour des adultes. Tu sais, ça ne prend pas les jeunes pour des cons. Il y a plein de subtilités, il y a plein de deuxième degré. Je pense que c'est ce qui fait beaucoup la force de la série puis qu'elle plaisait autant aux parents qu'aux jeunes, quoi. Puis, il y a quand même, c'est foufou, vous avez du fun, il y a de l'humour là-dedans, mais il y a quand même des messages qui étaient véhiculés. Je pense que l'environnement aussi vous tenait beaucoup à cœur à tous. Claude, c'est un grand humaniste, là, fait que, souvent les fins des épisodes, on se rend compte qu'il y a une valeur de loyauté qui a été mise de l'avant, puis si la mission a été sauvée, c'est parce que quelqu'un a été loyal ou honnête ou intègre. Il était très... attaché à mettre des valeurs humaines de l'avant, puis toute la considération écologique était effectivement... C'est un peu fou d'ailleurs qu'on fait comme, OK, on s'avance vers 2034. Là. Il y a un gros événement Facebook, d'ailleurs. J'imagine que vous avez tout mais c'est capoté de faire comme, OK, mais ils n'étaient pas si dans le champ que ça, dans leur délire. Là, on s'en va vers 2034, puis on est dans un
espèce de catastrophe écologique impressionnante. Fait que je pense que Claude était très habité de ces questionnements-là déjà au moment de l'écriture. Donc, avant quoi, en 94, 15? 95, peut-être, oui. Mais c'est vrai qu'il y avait il y avait de l'anticipation, puis en même temps, une connaissance des travers humains aussi, puis Puis ce qui est le fun d'une fiction, c'est justement tu peux aller encore plus gros, tu peux souligner encore plus les affaires, puis tu n'as pas l'air d'être juste revendicateur ou d'être... tu sais, c'est ça qui était habile aussi, je pense, dans la série, c'est qu'il faisait passer effectivement des idées comme ça, puis des principes, de philosophie du collectif, tu sais, que c'est si on se met ensemble pour la mission, on a beaucoup plus de chances de la réussir que si chacun y va individuellement. Tu sais, il y avait beaucoup de ça dans la série qui était mis de l'avant. C'était des belles valeurs. Oui, il y a de quoi d'intéressant dans la façon de le jouer aussi, ça, ces belles valeurs-là. Il y a des moments où on était très cave, mais des fois, on était très, très sérieux, presque au bord de la tragédie. Et quand, ce qui est intéressant aussi, parce qu'on était toujours en train de se dire, ben ça, on déconne, mais la seconde d'après, on déconne plus du tout. Et là, tout d'un coup, il y avait vraiment comme des ruptures de ton. Et c'est ça qui était le plus trippant, puis le plus déstabilisant, mais très, très intéressant de voir et d'entendre. De voir des personnages qui niaisent, puis à un moment donné, ils arrêtent de niaiser. Et là, tout le monde est un peu comme vaguement la larme à l'œil, puis on est dans un moment intense. Puis là, tout d'un coup, on balaie ça du revers de la main et on repasse à la stupidité et à la connerie. Il y avait de ça là-dedans. Et ça, pour moi, c'est ce que j'aimais le plus, moi. Cette capacité-là de tout l'équipage et de toute la production, en fait, de comprendre comment on peut décrocher puis penser que c'est valable aussi comme façon de jouer. Il y a un message ici qui arrive de Antoine Bellil-Cyr sur Facebook. De tous les noms de planètes farfelues que vous avez donnés, justement, aux trucs que vous avez visités dans la galaxie, est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué en particulier? C'est quelle votre préférée? Crème hydratante soulage la peau sèche. Je pense que c'était la plus belle. Je pense que c'est la dernière qu'on avait trouvée. Wow. On était vraiment rendu à bout de noms. Hein? Il y en a eu tellement de noms. Il y en a eu Moi, des c'était la mienne, que je me rappelle. La planète qui nous faisait dire ce qu'on pensait, c'était quoi le nom de cette planète? Ah oui, c'était drôle, ça. Je ne sais pas du nom de la planète, mais ça, je trouvais ça très fort. Là. Pas la planète avec un piercing? Ah oui. Ça s'appelait de même? Et toi, tu te souviens de la planète avec un piercing? Non, il y en a eu. Non, mais ça, c'était souvent des joueurs de hockey, les noms de planètes, hein? Non, c'était des constellations. C'était plus les galaxies. Les galaxies ou les constellations. Ouais. Non, écoute, là, il y avait un volume ça d'épais de notre planète. Même Pétrolier avait le peine à la lever. Donc, mais je pense que là, présentement, là, aux dernières nouvelles, crème hydratante, crème hydratante soulage la peau sèche. C'est là-dessus qu'on serait présentement. Ah je sais pas, mais même quand on... Non, je pense qu'on est stacké là. Je pense que c'est pas là qu'on est comme présentement en train de vivre, là. Ah, je sais pas. Mais c'était étrange quand même parce que, oui, à la fin de la série... où est-ce que t'es? Voyons, quelqu'un qui me craperait. C'est bien. À la fin de la série télé, on a atterri sur une planète, vous en rappelez-vous? Oui. On est allé tourner à Saint-Bruno de Montarville. C'est la première fois qu'on nous sortait des décors. C'est toujours à Saint-Bruno, de toute façon, quand on était à l'extérieur. Oui, pas tellement loin de la liberté. Oui, c'est ça, c'était dans la montagne, mais là, c'était une planète. Quand on a fini la série télé, c'était quoi cette planète-là? En fait, c'était. On recevait, ils se bagarraient dans le ciel, puis ils explosaient partout, puis tout le monde se battait pour la planète sur laquelle on était. Ah, c'est nous qui décidions qu'on ne voulait pas retourner sur la Terre, je pense. On décidait qu'on ne voulait pas. Oui. On était un peu confus, tu sais. Ben oui! À l'aide, Dougie, à l'aide, les Dougie. Ils vont dire que c'est rendu sénile. J'espère que vous n'avez pas honte de nous autres. Il faut commencer à réécouter ces épisodes-là parce qu'on parle à travers notre chapeau, je pense. Il faut demander aux Duggies. Il faut poser la question aux Duggies. Ils sont au courant de tout. Ouais. Ben, tu vois, j'ai une réponse. J'ai une réponse des Duggies qui est arrivée. C'est le jeton, c'était un jeton pour actionner Serge. Bon. Il paraît qu'on a cherché ça un moment donné puis t'étais cassé. C'est tout, j'ai vu la réponse. Ben, on a dû le trouver. Ah oui, c'est le médaillon, là. Tu me glissais sur le bord de la tête, là. Exact, c'est ça. Puis là, moi, je devenais un joueur de hockey, je pense. Serge Landrine! Là, je commençais de même. C'était weird.
Parce que c'est ça, vous parliez de costume tantôt, puis c'est sorti à ce moment-là. Il voulait savoir si quelqu'un l'avait ramassé, ce fameux jeton-là, en guise de souvenir. Alors, voilà. Est-ce que vous avez gardé des... Il n'était pas dans ta boîte. Question pour monsieur le robot. Le robot, quand tu as fait, Réal, ta scène, avec le toaster d'en face, sais-tu parce que tu n'étais pas disponible, si c'était un double ou si c'était une idée de dernière seconde? Question de Louisette. C'était non-disponibilité parce que je m'en allais en Europe. Et j'ai failli perdre le rôle, d'ailleurs, à ce moment-là. Mais finalement, les gars, ils ont fait « Non, regarde. » Moi, je suis parti en Europe pour... je tournais à LOL, je crois, ou autre chose. Peut-être autre chose, plus autre chose que LOL. Ceci dit, ils ont dit « Ben là, faut te remplacer. » Et puis, ils ont dit « Ben, on va prendre un toaster. » Puis ça va être toi. Mais on m'a décapité dans ça, c'est dans le deuxième film, ça. Oui, je pense que ils m'ont décapité pour être sûr que j'ai besoin d'un toaster. Mais il était très bon, celui qui le faisait. Donc, c'est pas ton corps. C'est pas mon corps, mais c'est ma tête. Moi, j'ai une tête de toaster, normalement. Je me rappelle plus. Vous savez pas c'est quoi le nom? On ne sait pas, c'est la question des Doggies. Est-ce qu'on sait le nom du gars ou de la fille qui t'a remplacé? C'est un garçon. Il a été éliminé peu après. Ouais. Il n'a pas laissé de trace. Non, parce que c'était juste pour cette scène-là, c'est juste ces moments-là, parce que je partais ou je revenais, je ne sais pas trop, mais en tout cas, j'étais non disponible. J'avais une question pour Réal qui va découler sur tout le monde, en fait. J'ai entendu parler à un moment donné d'un coup de pelle qui a été donné et qui a été quand même assez violent. Est-ce qu'il est arrivé justement des petits accidents comme ça en tournage que vous pourriez nous parler? Oui. Je me souviens avoir pété à gueule à Claude avec un épée dans les mains. Quand on faisait le jeu, c'était un jeu virtuel, puis là, le capitaine était collé dans le jeu, whatever. Puis là, moi, je faisais Olaf. Et Claude était un joueur qui était en train de jouer dans un jeu virtuel, et j'étais un des boss de ce jeu-là. Et on avait des cascades à faire, puis je pense que je l'ai un peu ramassé sur le bord de la gueule, puis il avait un peu perdu les lumières. Bon, mais finalement, ça s'est bien passé, mais oui, on faisait beaucoup de cascades là-dedans. On faisait nos propres cascades. Oui, puis ça niaisait pas, là. On était très sérieux là-dedans. Ouais. Donc, mais il y avait aussi des pelles qui passaient proches des visages, mais il y avait aussi une espèce de volonté de ne pas faire mal aux amis aussi. Mais surtout Brad. Je me souviens très bien d'un swing de pelle ou un coup de poing de Brad. J'en donnais plein à Brad, des coups de poing. Mais jamais je le touchais. Le seul que j'ai touché, c'est Claude. Stéphane, toi? Non, je me souviens que c'est sûr que on se ménageait pas, là, mais j'ai pas le souvenir d'avoir été blessé. Là, mais des fois, on faisait semblant, mais pour que ça ait l'air vrai, des fois, on se rapprochait pas mal. Moi, j'ai souffert d'acouphènes pendant 3 semaines. On était dans le tournage du premier film, puis le téléfax explosait. Puis le tournage allait très rapidement. Puis, fait que là, tu sais, des fois, on n'avait pas trop le temps de répéter. Puis surtout, quand il y avait des effets spéciaux, ben, il disait, ben, on va tout répéter, mais l'explosion, ça, on va le faire juste au moment de tourner la scène, tu sais. Puis moi, j'étais là, OK, mais l'explosion, ça va-tu péter fort? C'est-tu dangereux pour moi? Non, tout va bien, il n'y a pas de problème. Fait que moi, j'étais très près du téléfax. Puis le gars des effets spéciaux, il me dit non, ça va bien aller. Et là, finalement, il y a la scène de l'explosion, puis ça m'a vraiment pété dans les oreilles. Et pour vrai, j'ai souffert d'acouphènes pendant 3 semaines. Les assurances du film ont eu très peur. J'ai pas peur de le dire, ça fait plusieurs années. Mais non, mais pour vrai, ça avait été... j'ai eu peur, moi aussi, là, j'ai eu peur de rester pognée. Donc, les oreilles m'ont scellé pendant quelques semaines. Mais Didier, il était parti en ambulance aussi une fois. Pourquoi, hein? C'est une blessure au genou. Il s'était cassé quelque chose. Il avait manqué une marche. Il avait manqué une marche dans un escalier. Il faisait une quelque chose, puis il avait manqué une marche. C'était un peu épais de sa part, c'est ça. C'était pas une vraie blessure. C'était sa propre faute. Ouais. C'était pas une blessure de jeu. Ouais. Et toi, Mélanie? Oui. Moi, je ne suis pas blessée. Hein? Je ne me suis pas blessée du tout. Non, moi, j'avais pas un rôle très physique, je dois dire. Moi, le plus de cascades que je faisais, c'est quand je roulais dans Gervais, là, quand il fallait se téléporter, ça demandait une certaine grâce, mais c'est à peu près tout. Puis le plus difficile que je trouvais aussi, c'est quand on devait sortir du vaisseau puis jouer en apesanteur.
pour quelqu'un qui n'est pas très physique, c'était toute la buée dans le masque aussi. On passait notre temps à refaire ça. Parce que là, il ne fallait pas respirer dans notre masque. Puis en plus, il fallait faire l'apesanteur, mais on n'avait pas tout le temps toute la même apesanteur. Ah ouais. L'atmosphère agissait différemment sur chacun de nos corps. Comme ça, c'est comme quand ça brassait dans le... Quand ça brassait, oui, ça c'était drôle. Le seul qui ne brassait pas, c'est le capitaine. On n'a jamais compris pourquoi. Oui, c'est vrai. Le capitaine ne bougeait pas. Ouais. Mais je me souviens, Mélanie, quand tu avais passé, je ne sais pas combien de temps à faire des pubs pour IGA, je pense, puis tu es arrivé, tu avais 72 heures de non-sommeil. Pour Métro. Oui, pour moi, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Moi, je tournais la nuit sur une pub, je tournais Galaxy le jour, une nuit sur une pub, puis encore Galaxy le jour, puis Stéphane Krall, je me rappellerai toujours de toi pour cette journée-là, parce que à toutes les fois qu'il se passait quelque chose, elle va craquer, elle va craquer. C'était très difficile. On dirait que tout l'effort de l'équipage était pour me faire casser à un moment donné. C'était un beau moment. C'est là que j'ai commencé à te donner du Jingle Beluga aussi. Oui, c'est vrai! C'est vrai, t'as raison. Ah non, des fois, tu partais à rire, on savait pas pourquoi. Tu étais comme un peu... Ben, j'étais en train de saoul, un peu de tout ça mélangé. Et le Jingle Beluga, ça devait pas aider non plus. Ben oui, ça m'a tenu debout. En tout cas, on est resté vivant. Il n'y a pas eu de blessure grave. Hein? Non, seulement des blessures d'ego. Oui, ça poque, ça. Ça poque un ego. Oui. Stéphane Poitier, comment voyez-vous l'influence des technologies sur la saga, sachant que la série s'est terminée avant l'apparition des iPhones? Oh. Ça, c'est les gars, une bonne question, mais ça... Ils ont été bons, je trouve, en 94, à essayer d'inventer des affaires technologiques un peu pouette, mais essayer de se projeter dans un futur. Mais c'est sûr qu'ils n'ont pas tout vu, ils n'ont pas été capables de tout voir. Fait que c'est vrai que mais dans le prochain film, on imagine que... je suppose qu'on se... En même temps, comme l'équipage a été protégé, l'équipage, lui, si on n'a pas encore trouvé la planète, en principe, on est resté dans ce qu'on savait. L'équipage n'a pas profité de la nouvelle technologie. Peut-être qu'elle serait présente, bien sûr, dans le monde, mais au moment où on verrait l'équipage, en principe, eux autres, ils ne sont pas... On est parti en 2034, on aurait tous des iPhones de planter dans le... Ben non, c'est ça. On va être les Néandertaliens de l'espace. Ouais, on va être les moins évolués qui vont être dans l'espace. Ouais. Je me souviens très bien, moi, d'avoir eu beaucoup de notes là-dessus, ou des gens qui me rencontraient puis me disaient hey, le téléfax, c'est capoté pareil, parce que c'était une technologie qui était en train de mourir, qui allait probablement mourir. Puis là, c'était devenu ça, le high pitch de la série, d'avoir un téléfax. C'était weird, tu sais. Mais j'aimais ça, moi, l'idée d'être low, très low sur la technologie. C'est un peu broche à foin. Ça sonne un peu Brad Spitfire aussi, là. Spitfire Corporation, où on est vraiment dans les low budget, là. C'est le fun. Non, mais on inventait des choses quand même. Moi, je faisais fermer les portes comme ça. Ah oui, c'était weird, ça. Oui, mais ça, c'était juste la grosse technologie. C'était pas un vrai pouvoir que tu avais. C'est-tu un vrai pouvoir? Ben oui, c'est vrai. Voyons, je le fais encore. Oh mon Dieu, ma porte de chambre. Écoute, peux-tu me débarrer à la porte, Mélanie? Je peux sortir chez nous. Quand tu arrives au magasin, les portes s'ouvrent tout seules, c'est magique. David Richard. Ça part de David Richard, il me dit, vous pose la question suivante. J'aimerais connaître le pourquoi. Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de saison 5? C'est une décision des auteurs ou des diffuseurs? Oh, mon Dieu. Ben, c'est vraiment des auteurs, je pense. Hein? Je pense que Claude et Pierre-Yves, ils avaient fait le tour, puis il y avait d'autres projets. Puis justement, eux autres, c'était leur volonté, moi, ce que je me rappelle, là, corrigez-moi si je me trompe, c'était leur volonté de l'amener au grand écran, mais point de vue l'exigence que ça demandait, les heures de tournage, puis tout pour la série, je pense qu'il avait terminé. C'était une volonté de Claude et Pierre-Yves. Ouais, il y a peut-être un peu des limites budgétaires. Des restrictions. Genre comme il avait hâte de débarquer sur une planète qui serait faite autrement qu'à par un fond, un green screen et une roche en styrofoam. Fait que je pense qu'il y avait comme le goût qu'il se passe quelque chose de plus exaltant. Leur imaginaire à eux aussi puisse comme s'expandre, je pense. Mais on aurait fait une année 5 s'il avait voulu. Ah oui, c'est sûr. On aurait continué, mais c'est ça. Pour les créateurs, c'est beaucoup. C'est très exigeant. C'est demandant. C'est demandant. C'est très demandant. Ouais. Il y a Jérémy qui veut savoir, est-ce que... C'est une question pour Stéphane.
dans ton rôle de Brad Spitfire, est-ce que tu es 100% méchant ou est-ce que tu as une part d'humanité? Un peu dans l'épisode, il y a un Dougie en quelque part qui sait de quoi je parle, qui fait 28, mais je ne me rappelle pas c'est quel numéro, là, mais où est-ce qu'on apprend que je voulais être un danseur de ballet. Fait que, je pense que il y a comme toute une part blessée de Brad. Il est foncièrement malheureux, sûrement. C'est ce qui fait qu'il est si méchant. Mais j'avais toujours rêvé, je disais à chaque saison, je disais aux gars, trouvez-moi une blonde, ça serait vraiment drôle qu'ils se rencontrent une espèce de bradette, tu sais, puis qu'ils se mettent comme une espèce qui soit encore plus méchante que lui, mettons. Fait que, mais ça n'a pas rapport avec la question, par contre, ça, mais moi, je pense que il est très humain, mais il est blessé. Oui, il est vulnérable, c'est ça. C'est ça qui est pathétique dans le personnage de Brad, c'est que tu vois bien que dans le fond, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance, qui n'a pas été aimé, tu sais, puis c'est ça il sort son besoin d'amour très mal, on peut dire. Je me rappelle qu'il y a un épisode quelques épisodes où, à un moment donné, où les gestes de Brad commençaient vraiment à être heavy, tu sais, comme il catapultait Bob dans un téléparc comme s'il allait mourir, tu sais, qu'il tuait des gens, finalement, tu sais. Moi, j'ai fait comme, ça commence à être un peu heavy, ce que Brad, il fait. J'étais allé voir Claude, tu sais, je dis, je sais pas jusqu'à quel point, tu sais, il peut vraiment aller aussi loin que ça, impunément, il peut vraiment comme tuer quelqu'un. Puis ils ont corrigé un petit peu le tir par la suite. Tu avais quand même un ourson qui s'appelait Mussolini. Oui. Hein? Ton ourson qui s'appelait Mussolini. Fait que... Il dormait la tête en bas. Moi, je me souviens de Linda. Linda était belle. Ah, ouais. C'est son alter ego. C'était une version de Brad exceptionnelle. Ah oui, c'était Brad, mais gentil. C'est ça, c'était une... Et puis, t'étais beau, là? T'étais belle là-dedans, Stéphane? D'ailleurs, Sylvie, lorsque tu parles avec Brad, on sent le petit côté Valence qui revient. Le côté qui veut vraiment l'aider, le protéger, le défendre, le comprendre. Le comprendre. Bravo. Ben, elle ne peut pas croire que c'est une méchanceté pure, ça se peut pas. T'sais. Donc, elle, c'est sûr qu'elle se dit, il y a un enfant blessé derrière tout ça. Mais il était dur à trouver. Sylvie, est-ce que tu penses que Advenaica, qui est un troisième film, est-ce que Valence va réussir à ramener lentement, avec ses outils psychologiques, Brad du bon côté, vers la lumière? Je pense qu'il va rester fragile. Moi, faudrait pas. Tu connais ce que tu n'étais pas une super bonne psychologue. Là, c'est Valence. Oh! Non, je pense que c'est une bonne psychologue, mais faut-il que la personne devant veuille changer. Brad ne veut pas changer. Mais non, je pense que Brad, c'est un cas désespéré, mais c'est un cas, mais il est toujours juste, il se repent juste un peu, juste assez pour qu'on fonde un peu d'espoir en lui, puis c'est ça. On se reconnaisse un peu aussi. Sentez-vous ça, là? Il y a un peu de Brad dans chacun de nous. Oui, c'est ça. Moi, je préfère Stéphane à Brad, en tout cas. Non, merci, Réal. Moi aussi, j'ai fait plaisir, pour vrai. J'ai vu Réal à Serge. Même avec une... Karine Dufour qui nous dit « Moi, j'ai tellement écouté la série que je vois où et quand vous faites des erreurs, genre de caméra et de micro. J'ai écouté quand j'étais jeune et je l'écoute encore et j'ai autant de plaisir. Merci, on vous adore. » C'est un beau témoignage. C'est pas qu'on avait fait des erreurs de micro. Oui, vous pouvez aller voir ça. Il y a des émissions maintenant, il y en a 3, je pense, qui ont été publiées, des émissions au moins d'1 heure où ils notent toutes les incongruités dans une galaxie. Puis ils vont chercher aussi les références musicales ou de joueurs de hockey. Tout est expliqué. Il y a 3 épisodes à date. C'est assez fascinant. Ça allait nous apprendre même. Ben, c'est ça qui est fun. Je sais pas, mais ça s'appelle comment? Ben, c'est ça que ça serait beau que je nomme, là, mais que je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Mais la personne est dans le chat. La personne est dans le chat, justement. C'est quoi le nom de la série à laquelle comment on peut aller référence? Si on veut devenir des Dougie nous-mêmes. Ça, c'est sur YouTube. Puis cette année aussi, il y a eu un plan, une maquette au complet pour se faire un Romano Fafard en Lego. Avec tous les plans là, au complet. Là. Il y a un autre, il y a un Dougie qui a... Moi, je ne sais pas pourquoi ils me les envoient toutes ces affaires-là. Je suis comme un mode de transmission, étant donné que je suis la jeune du groupe. C'est une bébite parce que je suis sur les médias sociaux. Oui, c'est ça. Probablement, Mélanie aussi, vu que tu es la mécanicienne, ils se disent... Oui, plus technique. Possiblement la bonne personne à qui envoyer les blueprints, les modes de fonctionnement pour monter un Romano Fafard. Mais elle a des lacunes pour les cascades, hein? Oui, c'est ça. Non, j'ai des lacunes pour me rappeler aussi.
Oui. Je l'ai. C'est dans mon salon que ça s'appelle. Ça vous tente de jeter un Dans coup mon d'œil? salon? Oui, dans mon salon, tout simplement. Ouais, on va aller voir ça. Très curieuse. Ça met la note. Tout est fait. Comme ça, je pourrais Merci, parler à des églises puis savoir de quoi je parle. Exact. Exactement. Alors voilà, Luc. Merci beaucoup, Luc, de nous le rappeler. Je pense que Luc est derrière le projet, d'ailleurs. Alors, bel job, mon Bravo, chum. Luc. Oui. Vas-y, Nino, 2 secondes. Oui. Mélanie, encore pour Oui. toi qui as évidemment réparé Serge plusieurs fois, parce que Serge a eu, je pense, de quoi comme 19 Il y a eu beaucoup de versions. transformations, Ouais. On est réparations. rendu à 19, là. Ouais. C'est quelle partie de Serge que tu as aimé le mieux réparer? Oups! Oh! Mon Dieu. C'est vraiment une vraie question, ça. Oui. Je me rappelle plus tout à fait. C'est rare qu'on assistait aux réparations. Hein. On le voyait plus ses défectuosités ensuite, mais c'est rare qu'on le voyait. Ben, on te voyait avec T'as-tu- des outils, puis là, la Oui, scène c'est ça. finissait, ou à commencer. Je mettais un peu d'huile. Hein. Il y avait souvent, j'avais mon Oui, tu accessoire. mettais de l'huile. Je l'ai ici, là, où je mettais de l'huile. Mais je pourrais pas dire qu'est-ce qui fonctionnait pas, ou est-ce que c'était plus le fun à réparer, là, Réal. C'est partout. Ben- Réal, Réal, il se manipule bien de toutes les parties du corps. Hein? En tout cas, il paraît qu'il y a une méchante fente USB. C'est tout ce que j'ai entendu. Oh! Probablement, c'est quand il était un toaster qu'il y avait une fente. Ou 2 ou 4. Ah, voilà. C'était C'est quel ça. modèle? J'étais un Question de 4 tranches. Kimberly. Un 4. Kimberly. Kimberly. Non, elle juge son Deléon. nom. Sylvie a jugé son nom. on dirait. Non, Sylvie. c'est un nom que j'aime dire, Kimberly. C'est Pour beau, moi, hein, Kimberly? c'est la Kimberly promesse d'un Deléon. autre monde. Kimberly, regarde, c'est comme à Los Angeles. Kimber. On aimerait ça que la question soit en anglais. Bon, avec un Kimberly, prénom comme well, ça. What do you want to know, In Kimberly? the episode Yeah. of the Aspiring Jedi, what is not said in this episode? Qu'est-ce qui n'est pas dit dans l'épisode? Dans l'épisode de l'aspirant Jedi. Oui. Qu'est-ce qui ne se dit Ok. pas? Ah oui, c'est ça. Ah, c'est ça! Ah, ben c'est ça qu'on a fait allusion. Tantôt. Mais personne Oui, ne tantôt, le là. sait, on ne le sait pas, on se disait n'importe quoi. Il n'y a pas une phrase pour vrai. Là. On se faisait des. Quand c'était à nous de le dire, on improvisait un peu de niaiserie pour essayer de faire rire l'autre. C'est Ça ça. décroche. Faire un pet, tu sais, comme je sais pas trop, on disait un peu n'importe quoi. C'était pas écrit dans le dialogue. Il y avait Ça pas se dit un pas, vrai- ces affaires-là. C'est ça. Ouais. On a tellement de monde sur le chat. Là. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a même quelqu'un qui s'appelle Isaka Abinate qui veut nous vendre des cours de spiritisme. Alors, on va Wow! passer une autre fois. Merci beaucoup. Vous inspirez Ça, même c'est ces, le fun. ces gens-là. C'est beau de voir ça. Ah. Bon, OK, qu'est-ce qu'il y a à part ça? Il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de questions auxquelles vous avez déjà répondu. La suite Moi, du j'ai film, vu c'est beaucoup. à voir. Je te prends le relais. J'ai vu beaucoup. C'est quoi votre épisode préféré de toutes les saisons confondues? Mettons un seul épisode dont vous vous rappelez. Pose une auto-question, Mélanie. Oui. Non, mais c'est parce que je l'ai vu. Moi, je regarde les questions Ah, rentrées. ok, ouais. Ah! OK, c'est ça, toi, c'est ça, tu triches. Ah Ben, ouais, moi, c'est je le même pense que je vais que c'est chercher les réponses. l'épisode. Je pense que c'était l'épisode où on voyait comment chacun était arrivé dans le vaisseau spatial. Tu sais, c'était comme une sorte de gros flashback. Oui. Il nous faisait comprendre comment chacun s'était retrouvé dans l'équipage du Romano Fafard, celui qui allait sauver le monde. Puis c'est là qu'on apprenait. Se raser les cheveux. Oui, c'est là qu'on a appris que Brad, dans le fond, c'était un passager clandestin qui n'avait même pas été sélectionné. En tout cas, je ne sais pas, cet épisode-là, je me souviens que je trouvais que c'était un bel épisode pour faire comprendre les personnages. Tu sais, ça donnait tout d'un coup comme de l'épaisseur. Là. Moi, j'aimais l'épisode double avec Julien Poulin puis la chanteuse sur le côté de la tête. Il y avait un double épisode là, où le capitaine faisait bu, 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 Ah bu. oui! Ah, ça, c'était bon, hein? Ah non, cet épisode double-là était très le fun. Mais je me souviens plus du titre. Hamlet, moi, je trouvais qu'il était vraiment bien écrit. Oui! J'avais empoisonné le capitaine, puis là, vous rejouiez une Ouais. qui m'a fait peur. Puis... Ah oui. Moi, je me Ah rappelle non, plus il y a- je ne sais plus c'est quel épisode, mais moi, c'était celui où le capitaine me disait « Ben non, espèce de conne! Ah oui, puis... » J'ai adoré. Je me rappelle plus c'était quel épisode, mais ça a été ma réplique préférée de toutes les... Parce que je pense qu'en plus, il l'avait dit, Guy, en répétition, c'était même pas écrit Non, comme on ça, l'avait puis après ça, ça a été ajouté.
On l'a rajouté. Non, mais il croyait Là, pour j'avais vrai, les hein. cheveux. J'avais les cheveux comme ça. Oui, c'est bon. Magnifique. Oui. Ben, je pense que c'est ça, c'est que c'est un épisode où justement le capitaine commençait à perdre la tête un peu. Ah C'était ça, hein? oui! Oui, tu as C'est ça, il raison. faisait des affaires qui n'avaient pas d'allure. Qui ne faisait pas avant. Ouais. Exactement, dont être pas fin justement avec toi. là. Mhm. Mais, Mélanie, question pour toi de Samantha Darvaux. Oui, Samantha. Qui a répondu. Samantha Attends, Kimberly. je ne sais pas si. Kimberly, Samantha. OK, c'est vraiment. Il y a. J'aimerais énormément que Petrolia nous raconte son rêve. Oh, je m'en rappelle plus. Je sais, ça fait partie des répliques cultes. Mon ex-cousine recevait des tapes à la gueule aux oignons. Puis là, ça finissait par cuculucucu, cuculucucu. J'ai rêvé de mon ex-chaudron, c'est ça. J'ai rêvé de mon ex-chaudron. aux oignons. Oui, hein, il y avait quelque chose de bizarre. Puis là, je disais, je fais toujours des rêves plates. Oui. Cuculucucu. C'est un peu dans le genre, là. C'est quoi, dans l'autre jour, j'étais avec Réal. Qu'est-ce qui nous est sorti qui venait de Galaxy? Là, on était au chalet, puis c'était... c'était le rapport de sonde. Tu sais, la toune. Ah oui! Ah oui! On l'a! Il l'a, le rapport de sonde. C'est ça, tu cherchais un outil, puis là, je t'ai dit « Hallé », puis là, on est parti là-dessus. Allez! On s'est mis à chanter. Ça aussi, c'est improvisé, ça. C'est ça. Ouais. Non, c'est ça qui était le fun, là. Ça, là, ces bêtises-là, là. Puis on y croyait, puis on le faisait pour vrai, on niaisait pas. C'est ça qui était le fun. Tu sais, on était dédiés vraiment, là. Tu sais, on disait, hey, on le fait, puis on le fait tête. Dans les films, c'est la même chose. Action, réaction, action. Ces affaires-là, on y croyait, en fait. Oui, on niaisait pas notre affaire, on le faisait pas. C'est ça, on niaisait pas notre propre niaiserie. Ça va encore faire honte au Doggy. Quoi? Action-réaction, c'est question. Ah! Je m'en rappelais pas. Mais moi, je me souvenais de Pierre Lalonde qui faisait un show qui s'appelait Action-réaction. Action-réaction. Oui. Hey, il nous reste quelques minutes. J'aimerais une petite question que j'avais ici. Qu'est-ce que vous avez changé le plus dans votre personnage en vous l'appropriant? Quelle bonne question. Puis j'ai une suite à ça après. Moi, je me rappelle que c'est moi qui ai ajouté pitié, puis mes amis. C'est des choses qui n'étaient pas dans le texte, mais qui s'est mis à se rajouter. Puis la. Maintenant, tu sais, comme les auteurs, après ça, ils réécrivaient, quand ils réécrivaient des trucs de Brad, ils rajoutaient des pitiés, des mes amis, puis des la. Mais ça, c'est comme moi qui ai contribué à ça dans mon personnage. Moi, je pense que c'est le fait que c'est une grande amoureuse du capitaine, puis elle le voit dans sa soupe, puis moi, je me souviens que c'était cet aspect-là le fait qu'elle aimait beaucoup les autres, mais beaucoup son homme, là, le capitaine. Mais Sylvie, tu as trouvé la gestuelle de Valence dans les films. Moi, je trouvais que dans les films, elle est vraiment devenue comme aérienne. Oui, c'est ça. C'est beau, comme si elle est tout le temps... Ben ça, en fait, je vais te dire, c'est la difficulté des talons hauts. C'est qu'à un moment donné, c'était OK, c'est ça que tu as fait. très difficile, les talons hauts. Puis moi, dans la vie, je marche pas bien en talons hauts parce que je marche pas beaucoup en talons hauts. Fait que là, je me disais... Qu'est-ce que tu vas faut que faire? je me donne une façon de tout le temps y penser pour pas avoir l'air de mal marcher. Fait que là, j'ai développé comme si elle était très gracieuse puis qu'elle trouvait tout le temps qu'elle jouait dans un film, justement. Fait que c'était important pour elle de bien se comporter comme un peu en mannequin. C'était ma façon de me l'approprier. Ben, en fait, pour ce qui est de Serge Landroide, il a changé beaucoup au fur et à mesure des épisodes. Celui que j'aimais le plus, c'est celui qui avait des fonctions. Ça, c'était le fun. Ça me permettait de faire à peu près n'importe quoi. On pitonnait les fonctions puis sur mon chest, et puis là, je devenais un ado, je devenais un cave, un champion du monde, un boxeur, whatever. Donc, il y avait la multiplication des personnalités. Il y avait de quoi de trippant là-dedans. Moi, j'ai l'impression qu'à la base, mon personnage était plus effronté que Naïs. Mais je suis tellement... Claude m'appelait la bulle aussi parce que j'étais TDA dans ce temps-là, mais je ne le savais pas, je n'étais pas diagnostiquée. J'étais tellement, justement, un peu perdue que Petrolia est devenue de plus en plus perdue. Je pense plus perdue qu'effrontée. Elle était vraiment plus, justement, dans une bulle là, de sortir des affaires qui me ressemblent plus dans la vie.
On a un co-animateur comme ça, d'ailleurs. Ah oui! Oui, C'est pas moi. non, c'est pas lui, c'est un autre. Éric Lafrance qui veut savoir, j'ai entendu dire que Guy Jodoin devait jouer Brad au départ et Stéphane Crête, le capitaine Patnaud. Est-ce que vous croyez que si ça avait été fait, ça aurait changé beaucoup la dynamique de voir le scénario? Est-ce que le scénario aurait évolué différemment selon vous? Moi, je pense que, je pense que le Guy Jodoin aurait été pire que Brad encore. Il aurait été beaucoup trop bradien, je dirais. C'est fun qu'il fasse le capitaine parce que ça le ramenait dans le sérieux, mais parce que Jodoin, c'est vraiment, il peut être un méga cave, là. Et donc, faire tout ce que Brad faisait, je sais pas. Je préfère comme c'est là. Tu sais, d'avoir un vrai capitaine, puis un vrai Snorro. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Mais c'est-tu vrai? Mais effectivement, ça aurait été complètement autre chose. J'ai auditionné pour le capitaine, mais je ne sais pas si Guy avait auditionné pour Brad, par exemple. Mais ça n'aurait pas été aussi intéressant, j'ai l'impression. Mon capitaine aurait été moins bon, je pense. Ouais, mais tu aurais animé le tricheur, par exemple. Hey, je pense que c'est tout le temps qu'on a. C'est vraiment niaiseux. Mais ça serait bon, maintenant, de le voir. Nino, je te laisse le mot de la fin. Oui, c'est tout le temps qu'on a. Merci énormément. Ça a été un honneur de vous recevoir avec nous au Shawicon. Sérieusement, c'est très gentil. Merci de l'opportunité. Ben oui, bravo aux Doggies de continuer à faire exister l'aventure Galaxy. Je suis pleine d'admiration pour vous. Puis, merci d'avoir pris en charge. On avait préparé une joke. Si jamais il y avait le mot anecdote qui sortirait dans les questions, on avait quelque chose de prévu. Fait que je ne sais pas si vous voulez nous poser une question avec le mot anecdote, juste pour qu'on vous prépare. Ah oui, moi, Nino, avant qu'on se quitte. Vas-y, Nino. Oui, vas-y. Oui, c'est moi qu'il faut qu'il la pose. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez eu certaines anecdotes pendant vos tournages? On avait préparé ça. C'est ça. C'est très bon. C'est très bon. Parce que c'était la pire question, mais vous ne l'avez pas posée. Fait que c'est parfait. Non, ben c'est ça. Parce qu'à un moment donné, on apprend aussi. Avec le temps. Ils sont plus là. Fait que, merci beaucoup de votre générosité, tout le monde. Vous êtes super généreux. Sérieusement, puis on anticipe un film ou la poursuite de la série éventuellement. Continuez votre travail personnel. Vous êtes excellent. On vous aime comme ça. Lâchez pas. Merci encore.